Depuis une semaine, la gauche médiatique et politique s'acharne à faire taire notre magazine d'enquête sur la France insoumise. Interdiction d'accès à l'Assemblée nationale, appel à censurer notre travail. On entend tout et n'importe quoi sur notre enquête. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce qu'il y a vraiment dans ce magazine. Spoiler alerte, il n'y a ni fake news, ni données privées divulguées, seulement des faits. Commençons par ce qui a mis la France insoumise dans tous ses états, notre enquête sur les collaborateurs. Pour la première fois, un média s'est penché sur les propos qu'ils tiennent en ligne et ça ne leur plaît pas. Eux qui adorent relayer les révélations du Monde ou de Mediapart sur la droite deviennent menaçants envers la presse dès qu'on les met face à leurs contradictions. Et les filles créent alors au scandale, prétendant qu'on aurait divulgué des données privées. C'est faux. Notre enquête est limpide. Nous avons analysé les publications politiques des collaborateurs sur la plateforme X, donc aucune adresse, aucune donnée privée, mais simplement ce qu'ils avaient eux-mêmes voulu rendre public. On leur a même donné l'occasion de répondre, mais la plupart m'ont bloqué ou ont supprimé leur post, car ne les assumant pas. Prenez Eledi Bounoir, collaborateur de Sébastien Delogu. Le 8 avril 2024, il commente une photo d'une manif où des Black Blocs brûlent un mannequin à l'effigie de Macron en écrivant « Les Macronards ne sont plus Charlie ou quoi ?» Comme par magie, après que j'ai contacté son député, le tweet a été supprimé. Des tweets enlevés, il y en a déjà eu avec Sébastien Delogu. C'est le cas de Lamine Benma, ex-collaborateur de Delogu, qui le 7 octobre 2023, jour des attaques du Hamas, tweet « Gloire au peuple palestinien » en célébrant les résistants qui brisent les barrières. Face à la polémique qui enflait, Sébastien Delogu a dû le licencier. Ce que montre notre enquête, c'est une radicalité assumée chez de nombreux collaborateurs LFI. Appel à la violence, justification du terrorisme, défense des islamistes, antisémitisme, tout ça affiché publiquement sur X et souvent cautionné par leurs députés. C'est le cas d'Arthur Courant, collaborateur d'Aurélien Saint-Toul, qui revendique son appartenance au virage Auteuil, un groupe d'ultra du PSG passé à l'extrême gauche Antifa. Il soutient un tifo déployé lors d'un match représentant un Palestinien ressemblant à un combattant du Hamas et cautionne une agression violente contre des supporters de Lyon faisant 38 blessés. Le soutien à la violence est assumé. C'est le cas aussi de Marion Lopez, ex-collaboratrice de Ségolène Amiot, qui va encore plus loin. Elle tweet « Tu connais l'histoire, les rois finissent à la guillotine » face à une pancarte anti-Macron. Elle revendique la violence, appelle à l'insurrection et soutient les Black Blocs. Elle célèbre même la tentative d'assassinat contre Trump en juillet dernier en disant « propre, net et sans bavure ». Aujourd'hui, elle travaille pour Le Média, un relais des idées de LFI. Encore plus grave, je montre qu'il y a aussi des justifications des actes terroristes du 7 octobre. Émilie Pomar, collaboratrice de Daniel Obono, justifie les attentats du 7 octobre le même jour en retweetant que le niveau de violence est fixé par l'occupant et en se demandant si la sécurité des Israéliens est compatible avec la politique coloniale. En parallèle, elle milite avec les Dégommeuses, un collectif qui défend le port du hijab avec les associations Les Hijabeuses et Basket pour toutes. Elle relaie également des groupes fréristes comme le CCIE, l'ancien CCIF, dissous pour propagande islamiste. Toujours dans le thème de l'entrisme islamiste, il y a Mohamed Awad Abdou, collaborateur de Paul Vanier. Il est l'ancien président des JMF à la Courneuve, branche jeunesse des frères musulmans liés à l'UOIF, cofondé par Hassan Iquissen, un imam expulsé en 2023 pour discours antisémites et haineux. Sur ses réseaux, Mohamed Awad utilise le symbole des frères musulmans, tout en soutenant Mohamed Morsi et Erdogan, deux figures prisées des islamo-conservateurs. Et puis il y a l'antisémitisme et la rhétorique victimaire. Mehdi El Fazazi, collaborateur d'Alma Dufour, qui compare les traitements des musulmans en France à celui des juifs sous le nazisme. Un parallèle indécent, surtout quand le parti relaie une affiche antisémite ressemblant à celle des années 30. Cela montre qu'au cœur du parti, ce n'est pas de la maladresse, mais une stratégie. Aziza Nouioua, collaboratrice de Thomas Porte, accuse d'islamophobie quiconque nie un soi-disant génocide à Gaza. Elle relaie des collectifs pro-Hamas comme Urgence Palestine et soutient le terroriste Georges Abdallah. Tout ça au nom de l'antiracisme et en public sur ses réseaux sociaux. Il y a aussi Richie Thibault, le collaborateur d'Ercilia Soudé. Lors d'une manif pro-Palestine, il appelle à l'intifada dans les rues de Paris. Résultat, il est interdit d'accès à l'Assemblée nationale. Ce qui ne l'empêchera pas de se trouver au sein du jardin des 4 colonnes de l'Assemblée le jour où nos journalistes se sont fait intimider par des députés de gauche. Et tous ces assistants parlementaires ne sont pas des cas isolés. Il y a aussi Manon Montmirel qui insulte les Français et fait l'objet d'une plainte pour antisémitisme. En clair, LFI a dans ses collaborateurs une masse radicale qui oriente le parti vers un extrémisme qui le rapproche
de l'islamisme, de l'antisémitisme et légitime la violence contre ses opposants. Et tout cela, il ne voulait pas que ce soit révélé, quitte à faire interdire cette enquête par la force. D'ailleurs, Amin Snoussi, le collaborateur d'Ercilia Soudé, qui a encouragé la manifestation des syndicats contre Frontières, provoquant un trouble à l'ordre public à l'Assemblée nationale, et sur ses réseaux un soutien de Georges Abdallah, le terroriste, et défend la position de l'ancien leader du Hamas, Ismaël Haniyeh. Cette radicalité des collaborateurs nous a mené à une question. Et c'est la première partie que vous retrouvez dans le magazine avec énormément de graphiques. Que reste-t-il des promesses sociales du parti de la France Insoumise? Pour le savoir, nous avons analysé 40 000 tweets d'élus et de collaborateurs du parti, publiés depuis 6 mois en amont des attentats du 7 octobre 2023 jusqu'en février 2025. Ce travail, qui est minutieux, élaboré en collaboration avec une société de data scientists, il va révéler les priorités réelles d'un mouvement dont la parole numérique ne laisse plus place au doute. À travers cette radiographie inédite, un constat s'impose. La gauche populaire a cédé la place à une gauche identitaire. Le conflit israélo-palestinien écrase tout sur les réseaux et il devient l'alpha et l'oméga du discours, reléguant les thématiques traditionnelles de la gauche, la pauvreté, le travail, la santé, les inégalités, au rang de figurants. Sur la méthode de cette analyse que vous retrouvez dans le magazine, il nous a fallu plonger la tête dans un océan de données brutes, environ 40 000 tweets piochés dans des comptes X d'une vingtaine d'élus LFI et de leurs collaborateurs les plus actifs. Entre juin 2023 et février 2025, cette matière a été confiée à une intelligence artificielle chargée de disséquer chacune des publications, de traquer les signaux d'engagement, les vagues de retweets et les salves de likes. Le contenu a été décomposé puis rassemblé en 31 grandes thématiques. C'est la seule manière qui permet d'analyser plusieurs dizaines de milliers de tweets avec une masse de données qui va donner une direction statistique fiable. Et cette enquête que vous trouvez dans le magazine, elle nous a permis de tirer 3 grands constats sur la France insoumise. Le premier enseignement tiré de cette analyse, il est saisissant. Près d'un tiers des tweets LFI analysés, 27,8%, se focalisent sur le conflit israélo-palestinien. Ce chiffre colossal dépasse de loin ce que prétendait être le parti à sa création, à savoir un mouvement ancré dans la lutte sociale qui défend les travailleurs. Ces prises de position répétées sur le conflit israélo-palestinien ne sont pas sans conséquences sur le reste du discours insoumis. Face à cette obsession de la France insoumise, les fondamentaux de la gauche traditionnelle, santé, handicap, solidarité, sociale, pauvreté, inégalité, économie, capitalisme et les mouvements sociaux sont relégués au second plan. Ensemble, pris uniquement, ces thèmes ne représentent que 9,1% des prises de parole numériques de la France insoumise sur la période étudiée. Un chiffre qui est famélique pour un parti qui prétend porter la voix du peuple et des classes laborieuses. Cette discrétion signe l'effacement du social supplanté par une autre dynamique. Le glissement des thématiques est assumé. Les questions liées à l'Algérie, aux affaires africaines, à la défense des migrants, aux violences policières, au décolonialisme ou encore au conflit israélo-palestinien forment désormais un bloc compact qui représente lui seul près de la moitié des tweets analysés, 47,2%. LFI a identifié un nouveau peuple à séduire, un vivier électoral à conquérir. Banlieue, diaspora, minorité, toute la stratégie de communication s'oriente désormais vers eux dans une opération de captation méthodique. Cette poussée des thématiques identitaires en vient même à effacer l'aversion du parti pour Emmanuel Macron. L'analyse des cibles politiques livre à ce titre un éclairage révélateur. Si le président de la République et son gouvernement figurent pourtant au nid de la rhétorique insoumise, ne concentrent que 4,4% des attaques, le Rassemblement national, lui, cristallise 10,2% des tweets. LFI est en guerre ouverte avec l'extrême droite et préfère désormais croiser le fer avec Marine Le Pen plutôt qu'avec l'exécutif. Un choix de cible qui révèle la stratégie à long terme, se poser en seul véritable rempart face au RN à l'horizon 2027. Fort de ce constat, nous avons également étudié les réseaux sociaux personnels de certains élus de la FI. C'est le cas de Rima Hassan qui a dédié près de 2700 tweets, soit 75% de son activité sur X entre juin 2023 et février 2025 au conflit israélo-palestinien. Un score qui frôle le monothématisme, reléguant les questions décoloniales et antiracistes à 228 tweets, tandis que l'économie, le travail, la critique du capitalisme, les enjeux sociaux ou de pauvreté recouvrent moins d'1% de son activité.
Elle compte également sur le soutien de Thomas Porte, qui a consacré 1966 tweets sur la Palestine et Israël pour seulement 35 tweets uniquement sur la thématique sociale, la pauvreté et les inégalités. On voit ici le décalage entre un parti qui se prétend être celui du social, mais qui dans les faits parle en priorité de la Palestine. Lorsque l'on parle d'user la thématique palestinienne sur les réseaux, il est impossible de passer à côté d'Ercilia Soudeh. Celle qui s'était fièrement affichée auprès de la terroriste du FPLP Mariam Abou Daka a bien compris comment s'adapter aux nouvelles règles internes au mouvement. Dès lors, elle propulse la cause palestinienne en tête avec 460 postes. Dans son sillage, tout un système se déploie parmi ses collaborateurs parlementaires, à commencer par Amin Snoussi et ses 31% de tweets sur le conflit israélo-palestinien. Celui-ci avait par ailleurs été exclu pour avoir arboré un kéfier au sein de l'Assemblée nationale. David Guiraud a lui aussi une majorité de ses tweets, à savoir 39%, consacrés à la Palestine et à Israël. Toutes ces figures sont devenues les ambassadeurs de la Palestine en France et notamment sur ses réseaux sociaux. Au passage, on révèle aussi des anecdotes et des compromissions sur ces députés. C'est le cas de la députée LFI, Ercilia Soudeh, qui depuis 2022 s'engage localement pour une association locale très controversée à Lagny-sur-Marne qui souhaite reprendre la mosquée. Le 28 juillet 2024, elle tweet « J'ai profité de ma venue à Lagny pour rencontrer à nouveau l'association Al-Andalouse qui se bat depuis plus de 5 ans pour qu'il y ait une mosquée. La décision de la préfecture de poursuivre le projet avec une association extérieure à la ville interroge. » On la voit aussi du côté de Thierry Roland Bandoudi, collaborateur de Carlos Martens Bilongo, qui milite également pour la promotion de cette association qui a vu plusieurs fois son projet refusé. Frontières s'est procuré une note de préfecture exclusive qui montre que l'association Al-Andalouse, soutenue par Ercilia Soudeh pour reprendre la mosquée de Lagny-sur-Marne, est dangereuse. Sur cette note de la préfecture à destination de la mairie de Lagny-sur-Marne, il est mentionné que la mairie doit immédiatement arrêter de traiter avec l'association Al-Andalouse. Les motifs y sont expressément écrits, aucun imam identifié, aucun projet religieux clair, aucune garantie de gouvernance stable. Je résume, l'association fait peur à la préfecture car le projet religieux qu'elle porte n'est pas clair. Et la préfecture a de quoi s'inquiéter. Premièrement parce que le nom de l'association Al-Andalouse résonne comme un écho de la conquête musulmane de l'Espagne au 8e siècle, ce qui n'est pas pour rassurer les services de renseignement de la préfecture. Mais aussi au vu du contexte local à Lagny-sur-Marne. La mosquée locale est fermée depuis 2016 pour radicalisation et une importante filière terroriste a été démantelée sur place avec de multiples interpellations. Donc si le préfet Horry a tranché, coupant tout soutien à l'association, ces alertes ne semblent pas freiner l'ardeur militante d'Ercilia Soudeh et du collaborateur de Carlos Martens Bilongo sur le terrain comme en ligne, tout en sachant que la mairie ne veut pas de cette association. Un autre député, Sébastien Delogu, dont notre analyse montre qu'il a propulsé en avant les thématiques qui réfèrent aux questions algériennes et à celles des quartiers nord qu'il en a fait ses priorités. J'ai appris, par une affaire le concernant grâce à une source policière à Marseille, que son nom est désormais utilisé comme une menace brandie par des jeunes face aux policiers en disant ou en menaçant qu'ils vont appeler Delogu et qu'il ne laissera pas faire ça. Ce même policier marseillais me glisse que dans certains cas rares, l'élu s'est mué en avocat des quartiers nord. Cette source policière me raconte qu'il y a quelques mois, un jeune musulman tombé sous les balles d'un règlement de compte. C'était une exécution brutale qui a laissé un corps méconnaissable et en décomposition. La police va donc s'accrocher à cette dépouille pour tenter de trouver qui était le tueur. Ils vont devoir faire des analyses et ils vont donc garder le corps. Sauf que dans la tradition musulmane, l'inhumation doit avoir lieu dans les 24 heures suivant le décès. La famille qui est désespérée insiste pour récupérer le corps. Les enquêteurs refusent, arguant de l'état du défunt et de l'impératif judiciaire. La tension monte et le frère de la victime dégaine son atout. Je vais appeler Delogu. Le député entre en lice, décroche son téléphone et apostrophe le commissariat exigeant qu'on rende la dépouille tout de suite. Un gradé agacé riposte par une mise en garde en expliquant qu'il fera fuiter qu'un député est en train de mettre son nez dans une enquête criminelle s'il n'arrête pas d'appeler le commissariat. La menace fait mouche, Delogu, soudain moins téméraire, coupe court et ne rappellera jamais le commissariat marseillais. Dans notre grande étude sur la France insoumise, on se demande aussi quelles causes, quels tweets font le plus de bruit sur X. Nous avons pour cela regardé l'engagement des tweets de la France insoumise, les likes, les retweets, les citations, les réponses, les signés. Et tout cela agit comme un baromètre de leur obsession et de leur audience. Notre analyse détaillée dévoile leur stratégie. Certaines thématiques dopent la visibilité des insoumis et elles n'ont rien du hasard.
En tête, le conflit israélo-palestinien, qui caracole avec une moyenne de 2916 interactions par tweet. C'est un véritable aimant à interaction, suivi par l'Algérie avec en moyenne 2512 interactions par tweet, puis la critique des médias à travers la galaxie Bolloré en ligne de mire, avec une moyenne de 2458 interactions par tweet. Toutes ces thématiques sont devenues le carburant numérique de la France insoumise. Coup dur pour LFI, l'opposition au RN, troisième thématique la plus tweetée, patine en milieu de tableau, générant 3,5 fois moins d'engagement que la Palestine, avec une moyenne de 830 retweets. Un camouflet pour un parti qui se rêve rempart contre l'extrême droite. Plus révélateur encore, les fondamentaux de la gauche, questions sociales, inégalités, ne soulèvent pas les foules, avec 801 retweets en moyenne. Un désengagement qui pourrait expliquer leur quasi-absence dans la communication numérique de LFI. Autre aspect intéressant de cette étude de frontières, LFI peut compter maintenant dorénavant sur toute une nébuleuse de militants. Pour décrypter cette machine, nous avons analysé 12 000 comptes uniques ayant retweeté 1 million de fois les publications des élus et des collaborateurs LFI entre juin 2023 et février 2025. À l'aide d'une IA, chaque profil a été passé au crible avec les noms, les bios, les 50 derniers tweets pour en extraire 3 catégories d'appartenance. Une des grandes observations, c'est l'évolution de l'activité avant et après le 7 octobre. Avant cette date, les islamo-gauchistes, très investis dans la défense de la cause palestinienne et du soutien à l'Algérie, étaient les plus actifs, générant à eux seuls 30,6% de tous les retweets. Après le 7 octobre, leur volume de retweets reste élevé en valeur absolue, mais leur part relative diminue légèrement en passant à 28,6%. On observe une dynamique similaire chez les militants décoloniaux dont la part recule de 29,9% à 24,6%. Cette baisse relative ne reflète pas un désengagement, mais plutôt une redistribution de l'engagement au profit d'un autre groupe, les militants de gauche. L'activité de cette gauche traditionnelle connaît une nette progression, passant de 22,1% des retweets avant le 7 octobre à 29,2% après cette date. Si les catégories islamo-gauchistes et décoloniales restent dominantes, l'évolution observée après le 7 octobre montre un glissement plus large, celui de l'électorat de la gauche plus traditionnelle, désormais attiré par l'obsession de ces cadres pour le conflit israélo-palestinien. Autre enseignement majeur, la part des retweets des publications LFI a significativement augmenté au sein de deux groupes inattendus. D'une part, les comptes d'utilisateurs lambda qui n'affichent pas de préférences partisanes claires et parlent peu de politique. Leur part passe de 6,7% à 7,7%, ce qui indique que le discours de radicalité porté par LFI touche dorénavant un public plus large, jusque-là peu politisé. D'autre part, les comptes identifiés comme islam ou islamisme qui connaissent une hausse encore plus marquée de 0,7% à 2,2%, soit une progression multipliée par 3. Ce basculement révèle un phénomène plus profond. On peut raisonnablement supposer que ces comptes jusque-là peu concernés par LFI ont trouvé dans sa communication une manne de contenu à relayer, des messages en adéquation avec leur propre combat idéologique. Autrement dit, LFI ne se contente pas de commenter abondamment le conflit, elle en fait un levier stratégique de visibilité. Plus que toutes les autres thématiques, celle-ci garantit des retweets et donc une exposition maximale sur X en vue d'étendre son auditoire. Dans ce magazine, vous retrouverez aussi l'étalage des liens entre la France insoumise et les groupes terroristes. Collectifs dissous, soutien affiché à des organisations classées terroristes et silence gêné face à la violence. Plusieurs élus de la France insoumise entretiennent des liens pour le moins ambigus avec les réseaux les plus radicaux de la cause palestinienne. On commence avec Thomas Porte, le député LFI, connu pour ses positions pro-palestiniennes. Sauf que derrière les discours enflammés, on retrouve un réseau franchement douteux. Lobbying anti-israélien, financement opaque et lien direct avec des groupes terroristes. La Ligue des parlementaires pour Al-Quds et la Palestine est une organisation basée à Istanbul, soutenue par la Turquie et le Qatar, et qui se présente comme un réseau parlementaire pro-palestinien. Mais à sa tête, on trouve Hamid Al-Ammar, un homme désigné par les États-Unis comme le gestionnaire clé des investissements du Hamas, un portefeuille de 500 millions de dollars. Pas franchement le CV d'un défenseur des droits de l'homme. En février 2024, Thomas Porte organise un colloque à l'Assemblée nationale avec une vingtaine de parlementaires européens. La Ligue des parlementaires pour la Palestine publie une photo. Mais problème, Thomas Porte nie toute implication. Aucune réunion de cette ligue n'a eu lieu à l'Assemblée nationale et encore moins sous mon parrainage, dit-il. Pourtant, la preuve est évidente car la photo est publiée. Peu après, dans une tribune pour l'humanité, il annonce la création d'un réseau de parlementaires européens pour la Palestine. Et en avril 2024, tout devient officiel à Bruxelles en présence de
Thomas Porte encore. Autre affaire méconnue, 2 jours avant l'attaque du Hamas contre Israël, Thomas Porte s'est rendu au Caire avec Pierre Stamboul pour rencontrer Abou Amir Eleiwa, correspondant de l'UJFP à Gaza. Ils publient fièrement une photo ensemble. Problème ? L'association d'Eleiwa sera ensuite blacklistée pour ses liens avec le terrorisme palestinien. Autre élu LFI, Ercilia Soudé. Élue en juin 2022, elle est rapidement repérée pour ses positions radicales sur la Palestine. Mais là encore, les connexions dérangent. Tout commence avec la FPS et la JPF. Soudé participe à un événement aux côtés de Salah Hamouri, condamné pour ses liens avec le FPLP. Elle se retrouve vite entourée de figures influentes, Charlotte Blandio-Farid, Elsa Lefort-Hamouri, et s'implique dans le mouvement BDS qui prône un boycott d'Israël. En septembre 2023, elle soutient l'entrée en France de Mariam Boudaka, cadre du FPLP, un mouvement terroriste. Cette femme appelle ouvertement à l'éradication d'Israël. Après le 7 octobre, sa présence devient intenable. Le gouvernement lance une procédure d'expulsion de France. L'UJFP s'y oppose, Soudé s'indigne. Et malgré l'expulsion d'Aboudaka, elle continue d'être glorifiée par certains de la LFI. En septembre 2024, c'est le militant Elias Dimzalem qui appelle à mener l'intifada à Paris. Il est placé en garde à vue et qui le soutient ? Encore une fois, Ercilia Soudé. Elle lui rend visite au commissariat et dénonce un acharnement islamophobe. Une position difficile à défendre quand on parle d'un homme fiché S ayant participé à faire fermer la mosquée de Torcy. Dans ce magazine, vous retrouverez aussi les liens entre François Piquemal et le collectif Palestine vaincra, un collectif qui a été dissous en février dernier. Ce collectif est en lien directement avec le FPLP et on vous montre comment le collectif Palestine vaincra a fourni une liste de soutien au candidat François Piquemal en validant ses positions sur les questions palestiniennes. François Piquemal s'est rendu par la suite plusieurs fois à des réunions, à des meetings dans lesquels était ce collectif aujourd'hui dissous, un collectif qui a quand même fait l'apologie du 7 octobre et qui revendique son affiliation au FPLP. Tous les éléments de preuve sont à l'intérieur du magazine. Vous retrouverez aussi toute l'analyse de l'activité parlementaire de la FI au cœur de l'Assemblée nationale. Dommage pour Amin Snoussi, le collaborateur d'Ercilia Soudé, qui a affirmé que nous ne suivions jamais l'actualité parlementaire. Il aurait mieux fait de lire le magazine et mieux fait de lire l'enquête sur les collaborateurs. Depuis l'attaque du 7 octobre, le parti de la France Insoumise se démène pour se poser en grand défenseur de la Palestine. Au-delà du spectacle, dans ce magazine, on regarde surtout l'activité parlementaire du parti et on démontre qu'il a fait de la question de Gaza et d'autres sa préoccupation première durant des mois. Tous les mardis, c'est le jour des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Un rituel parlementaire devenu séance après séance, le théâtre d'un autre rituel, les interventions répétées de la France Insoumise sur la situation à Gaza. Depuis la rentrée septembre, ce sont 33 questions au gouvernement, orales et écrites, qui ont été posées sur les affaires internationales, dont 18 consacrées exclusivement à la gestion du conflit israélo-palestinien. Concernant l'activité de certains députés en particulier, les questions au gouvernement de Daniel Obono portent presque exclusivement sur les droits des étrangers et la régularisation des travailleurs sans papier. A contrario, d'autres sujets où la France Insoumise est beaucoup plus silencieuse, la libération inconditionnelle de Boualem Sansal, une résolution en discussion actuellement au Parlement. Aux côtés des écologistes et des socialistes, les députés LFI s'abstiennent prudemment, évitant de soutenir un texte qui pourrait froisser au-delà de la Méditerranée. Comme si cela ne suffisait pas, les Insoumis s'emploient à même édulcorer la résolution, déposant des amendements pour s'assurer que toute velléité de sanctions contre Alger soit soigneusement écartée. Par exemple, la députée insoumise Nathalie Oziol s'est empressée de déposer un amendement appelant à régler les différends par la discussion et la diplomatie. Le gouvernement français, accusé de porter une rhétorique xénophobe, serait le véritable fauteur de troubles dans cette affaire. Pour Nathalie Oziol, les mesures pénaliseraient la population algérienne bien plus que les dirigeants. Un argument inattendu, surtout venant d'un parti qui ne s'embarrasse pas de telles considérations lorsqu'il s'agit d'appeler aux sanctions contre Israël et son gouvernement. Dans le magazine, vous retrouverez aussi un long entretien intellectuel avec Olivier Vial sur la question de l'influence du trotskisme en France. Notamment, on revient sur le parcours de Mélenchon qui est issu du trotskisme et comment cette pensée continue d'infuser au sein du mouvement de la France Insoumise, notamment à travers des figures comme Daniel Obono, et comment le trotskisme aujourd'hui, par la France Insoumise, est devenu présent dans plusieurs strates de la société, comme dans les facs et comme dans les institutions. Également, nous revenons sur la stratégie de Mélenchon jusqu'en 2027, qui veut créer un moment de rupture. Nous revenons sur tout cela avec Olivier Vial, qui est président du CRU et en charge du programme sur les radicalités. En clair, tout ça, c'est un travail sourcé,
documenté avec des enquêtes, des révélations, des cartographies, des QR codes, des réseaux d'influence de la France insoumise. Et c'est tout ce que cette gauche médiatique et politique n'a pas supporté. Car personne au sein de la France insoumise ne conteste le fond de cette enquête. Ils sont impuissants à démonter ce qu'on avance, car c'est toute une rédaction qui travaille sur ce magazine. Vous savez que vous pouvez nous faire confiance pour continuer à enquêter, pour avoir un travail rigoureux, pour aller là où personne ne va sur le terrain et enquêter sur les sujets, même sur ceux qui peuvent faire peur. Et nous comptons sur vous pour nous soutenir dans cette démarche.